Louis Charbonneau-Lasset et l'étoile internelle. Louis Charbonneau-Lasset est connu pour être l'auteur d'un célèbre ouvrage, Le bestiaire du Christ, publié au début des années 40. Auparavant, il avait écrit des quantités d'articles, en particulier pour la revue catholique Reg Nabit. C'est dans le numéro de janvier 1929 de cette publication qu'il évoquait pour la première fois, et de manière succincte, un groupement mystique et secret, l'étoile internelle. Cette société, disait-il, remontait au Moyen-Âge et n'était composée que de 12 personnes. L'auteur affirmait également que l'étoile internelle existait encore en 1929, avec les manuscrits originaux du XVe siècle de ses écrits constitutifs et de doctrine mystique. 12 ans plus tard, le bestiaire du Christ devait reprendre, en les complétant, toutes ces informations. Le plus étonnant, c'est que Louis Charbonneau-Lasset est sans aucun doute le premier et le seul auteur de son temps à avoir révélé l'existence de l'étoile internelle, une société tellement secrète que personne auparavant n'en avait jamais entendu parler. C'est une bonne raison pour commencer par nous intéresser au personnage singulier qu'était Louis Charbonneau-Lasset. La famille Charbonneau est connue depuis la fin du XIe siècle. Alors implantée dans le Poitou, elle se divisa ensuite en 2 branches, l'une très riche, possessionnée dans le Bas-Poitou, l'autre plus modeste, dans le Haut-Poitou. Lors des guerres de religion, la première se trouva ruinée par le passage de l'armée huguenote. Devenus pauvres, les Charbonneau du Bas-Poitou donnèrent naissance à une longue lignée de laboureurs établis dans le hameau de Lasset, en banlieue de Loudun. En 1638, un René Charbonneau accola le nom de ce hameau à son patronyme, sans doute pour se démarquer de l'autre branche familiale. Un peu plus de 2 siècles plus tard, en 1860, son descendant Louis Charbonneau s'installa à Loudun à la suite de son mariage. Le 18 janvier 1871, son épouse donna naissance à son premier fils, également prénommé Louis. Le jeune Louis commença sa scolarité à l'école primaire de la congrégation des Frères de l'Instruction de Saint-Gabriel de Loudun et il se révéla très vite particulièrement doué pour les études. Éduqué dans la foi chrétienne, Louis décida à l'âge de 14 ans, malgré sa santé fragile, de consacrer sa vie à Dieu en entrant dans cette même congrégation. C'est à la maison mère de Saint-Laurent-sur-Sèvre qu'il fit son noviciat et 1 an plus tard, admis dans la congrégation, il prit le nom de Frère René, en souvenir du prénom porté par plusieurs de ses ancêtres. Il débuta sa carrière dans l'enseignement, exerçant entre autres à Poitiers. Parallèlement, Louis Charbonneau entreprit des études d'archéologie auprès du savant Joseph Moreau de la Ronde, une autorité en la matière. C'est durant ces années qu'il acquit les bases d'une érudition sans faille. N'hésitant pas à se déplacer, avec l'autorisation de sa hiérarchie, il se rendit sur les divers chantiers de fouilles de la région. Il adhéra en 1900 à la prestigieuse Société des antiquaires de l'Ouest sur la recommandation du père jésuite Camille de la Croix, qui en était le quêteur. Le terme « antiquaire » peut surprendre. En fait, le sens du mot a évolué avec le temps. À l'origine, cela ne désignait pas comme aujourd'hui un marchand d'antiquités, mais une personne étudiant les vestiges laissés par les civilisations de l'Antiquité. En ces premières années du XXe siècle, en France, le nouveau gouvernement radical commença par imposer la fameuse loi de 1901 qui, tout en autorisant les associations civiles, contraignit l'existence des associations religieuses. 2 ans plus tard, une autre loi vint quasiment toutes les supprimer. Ces élans républicains n'étaient que les prémices de la séparation de l'Église et de l'État qui allait être décidée en 1905.
la congrégation des frères de Saint-Gabriel dissoute, frère René fut contraint de retourner à la vie laïque et de reprendre son vrai nom. En 1907, Louis Charbonneau contracta une laryngite sévère qui allait lui laisser des séquelles handicapantes pour tout le reste de sa vie. Incapable de discourir trop longuement, il dut renoncer à l'enseignement et se consacra exclusivement à ce qui le passionnait, l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la sigillographie, l'héraldique, etc. Il commença à publier le résultat de ses recherches dans la revue du Bas-Poitou. L'érudit entreprit dans le même temps de faire œuvre d'illustrateur et d'iconographe, dessinant et gravant sur bois des quantités d'images, emblèmes, symboles, qu'il imprimait lui-même sur une vieille presse de la Renaissance. Après le décès de son père en 1915, il choisit de vivre dans la demeure familiale où il était né et où il avait grandi, au 2 faubourg Saint-Lazare à Loudun. Cette vieille maison avait été jadis la commanderie des chevaliers de Malte. C'est là qu'il installa sa collection d'objets anciens, armes, bijoux, pièces de monnaie, etc., remontant aux époques gallo-romaines ou médiévales, trouvées çà et là au cours de ses fouilles ou de ses visites. Louis Charbonneau avait repris l'habitude familiale d'ajouter à son patronyme le nom du village d'origine de sa famille, Lasset. Notre érudit iconographe était devenu le conservateur de 3 musées archéologiques et le correspondant de l'Académie des Beaux-Arts. En 1915, il publia un premier gros ouvrage, fruit de ses recherches et de celles de son maître, Moreau de la Ronde, sur les châteaux de Loudun. Ce livre, de 500 pages, unanimement salué, lui valut après la guerre le titre d'officier d'académie. C'est en juin 1921 que Louis Charbonneau-Lasset fit une rencontre qui allait orienter sa vie vers de nouveaux horizons. Participant au 3e congrès eucharistique national qui se tenait à Paray-le-Monial, il y fit la connaissance du père Félix Anizan, qui venait de fonder Regnabit, revue universelle du Sacré-Cœur. Cette publication s'était donnée pour objectif de rendre au Sacré-Cœur de Jésus la place qu'il méritait, celle de régner sur le monde. Regnabit signifiant en latin « il régnera ». Cette dévotion au Sacré-Cœur était ancienne, remontant au moins au Moyen-Âge, mais au XVIIe siècle, elle avait connu un renouveau considérable, précisément à Paray-le-Monial, suite aux visions de Marguerite Marie Alacoque, qui affirma que Jésus lui était apparu et lui avait montré son cœur. Au même endroit, le jésuite Victor Drevon fonda en 1877, avec l'aide du baron espagnol Alexis de Sarachaga, un centre d'études chrétien nommé Hieron du Val-d'Or. En 1921, le baron de Sarachaga était décédé depuis 3 ans, mais avant de mourir, il avait transmis le centre d'études à Georges Gabriel de Noaillat, qui en tenait encore solidement les rênes, avec l'aide de son épouse Marthe. Quand le père Anizan leur exposa son projet d'une revue du Sacré-Cœur, ils n'hésitèrent pas à lui apporter un soutien précieux. Malgré cette proximité idéologique avec le Hieron du Val-d'Or, la revue Regnabit reçut un accueil des plus favorables de la part des autorités ecclésiastiques qui jugèrent que les idées qu'elle véhiculait étaient plus en phase avec l'Église que celles prônées par le centre d'études de Paray-le-Monial. En particulier, le père Anizan reçut l'approbation de l'archevêque de Paris, le cardinal Dubois, qui était présent également au congrès eucharistique. C'est d'ailleurs lui qui demanda à Louis Charbonneau-Lasset de mettre ses connaissances et sa plume au service de la revue Regnabit, ce que l'iconographe accepta bien volontiers. Les autres collaborateurs de Regnabit étaient Georges Gabriel de Noaillat, le nouveau dirigeant du Hieron, ainsi que Léon Christiani, le jésuite Auguste Hamon, le bénédictin Don Gaston Desmarais et l'oblat Émile Offet.
Autant de personnages qui sont loin d'être des inconnus. Léon Christiani était théologien et historien du christianisme, professeur d'histoire à l'Université catholique de Lyon. Auguste Hamon est l'auteur d'une histoire de la dévotion au Sacré-Cœur, dont le tome 3 est précisément consacré à Paray-le-Monial. Don Gaston Desmarais, bénédictin de Solesmes, est l'auteur de Marie de qui est né Jésus. Quant à Émile Hoffet, il est bien connu des connaisseurs de la ténébreuse affaire de Rennes-le-Château, à l'origine d'une abondante littérature. Une certaine rumeur voit en effet en Émile Hoffet celui qui, lors d'un voyage de l'abbé Béranger Saunière à Paris, qui paraît bien hypothétique, aurait traduit les parchemins que le prêtre aurait découverts dans son église. Louis Charbonneau-Lasset écrivit pour Regnabit un premier article, Le Sacré-Cœur du donjon de Chinon, attribué au chevalier du Temple, qui parut en janvier 1922. Son thème était ainsi en parfait accord avec les objectifs de la revue. Le Sacré-Cœur constitua d'ailleurs le fil rouge de tous les articles qu'il écrivit pour Regnabit durant les années suivantes. Il en exposa tous les aspects symboliques, emblématiques, historiques, archéologiques, agrémentant ses textes d'illustrations réalisées par lui-même sous forme de gravures, chacune étant signée de ses initiales LCL. Ainsi, pour son premier article, avait-il réalisé une reproduction des graffitis que les Templiers auraient gravés sur les pierres du donjon de Chinon. Peu de temps après, Louis Charbonneau-Lasset fit la connaissance de René Guénon, 1886-1951, un auteur symboliste et métaphysicien au curieux parcours. Né à Blois, il poursuivit ses études à Paris, où il s'intéressa à tout ce qui touchait à l'ésotérisme. Recherchant l'initiation, il entra en franc-maçonnerie en 1907 et fut initié dans la loge Humanidad, numéro 240, qui pratiquait le rite écossais ancien et accepté, avant de passer au rite de Memphis-Misraïm. Parmi les personnalités qui fréquentèrent également la demeure de Louis Charbonneau-Lasset à Loudun, plusieurs appartenaient à la mouvance guénonienne. Il y eut en particulier Marcel Clavel, hermétiste, spécialiste de la franc-maçonnerie et de l'ésotérisme chrétien, qui fut le principal collaborateur et l'homme de confiance de René Guénon. Il signa sous le pseudonyme de Jean Rayor divers articles pour le Voile d'Isis, revue à laquelle Guénon collabora également. La revue Le Voile d'Isis, qui allait changer de titre en 1936 et devenir Études traditionnelles, avait pour rédacteur en chef Georges-Auguste Thomas dit Tamos, un hermétiste chrétien féru d'astrologie qui, à la fin des années 30, allait devenir lui aussi l'un des familiers de Louis Charbonneau-Lasset. Pendant ce temps, en janvier 1925, les principaux contributeurs de la revue Regnabit, le père Anizan, Louis Charbonneau-Lasset et quelques autres, fondèrent la Société du rayonnement intellectuel du Sacré-Cœur. Cette association se donna de nobles objectifs, toujours focalisés sur le cœur de Jésus, en se présentant non pas comme une œuvre de piété, mais comme un organe de conquête. René Guénon y adhéra, mais sa collaboration à Regnabit dut cesser en 1927, suite à la pression de ceux qui jugeaient pour le moins audacieuses ces thèses exposées dans la revue. Cette année-là, il publia Le Roi du Monde, ouvrage évoquant l'existence, quelque part dans l'Himalaya, d'un roi président aux destinées culturelles et mystiques du monde. Cette thèse fut évidemment assez mal reçue par les milieux catholiques. À une date restant imprécise, mais que l'on peut situer également aux alentours de 1925, une réunion eut lieu à Paris dans le cabinet du cardinal Dubois. Les participants établirent ce constat: l'emblématique et la symbolique de la personne de Jésus-Christ étaient fort mal connus et il restait à écrire un ouvrage complet sur la question.
On tomba d'accord sur le fait que nul autre que Louis Charbonneau-Lasset n'était aussi compétent pour le rédiger. L'iconographe accepta cette charge et se mit au travail, commençant dans un premier temps à publier le résultat de ses recherches dans la revue Regnabit. En fait, ce projet était tout à fait dans l'air du temps, puisque depuis la fin du XIXe siècle, les plus hautes autorités de l'Église redécouvraient les richesses du symbolisme, et ce courant de pensée s'exprima grâce aux écrits de divers érudits catholiques, parmi lesquels on peut citer Monseigneur Xavier Barbier de Montaut. Cet éminent homme d'Église, archéologue et théologien, est l'auteur d'un traité pratique de la construction, de l'ameublement et de la décoration des églises en 2 volumes, publiés en 1878. Peu de temps après, Louis Charbonneau-Lasset allait rendre visite à un vieil ami, le chanoine Benjamin Théophile Barbeau. Cet homme d'église est né le 16 novembre 1841 à Saint-Amand-sur-Sèvre, d'une famille originaire de Pouzauges en Vendée. Il avait été en 1886 l'archiprêtre de l'église Saint-Pierre à Loudun, où le jeune Louis Charbonneau l'avait connu et côtoyé, avant d'être nommé l'année suivante chanoine honoraire de la cathédrale de Poitiers, ville où il était venu se retirer en 1906. L'iconographe entretenait depuis longtemps une solide relation d'amitié avec le chanoine. Leur conversation s'orienta vers le projet de cet ouvrage sur l'emblématique et la symbolique du Christ, dont Regnabit avait déjà publié les prémices. Au vu de ces articles, le chanoine Barbeau aurait alors décidé d'aider Louis Charbonneau-Lasset dans ses recherches et il lui aurait confié un recueil d'emblèmes du XVe siècle conservé par un groupe hermétique nommé l'Étoile internelle. Le chanoine lui aurait alors avoué être le major, c'est-à-dire le maître, de cette société. Il l'aurait autorisé à reproduire les emblèmes et même à révéler l'existence de l'étoile internelle, ce que Louis Charbonneau-Lasset fit à plusieurs reprises, mais seulement après le décès du chanoine Barbeau le 24 mars 1927. Ce fut d'abord par l'article de janvier 1929 dans Regnabit, puis la même année, mais sans nommer l'étoile internelle. Dans un article de la revue Atlantis, l'organe de l'association du même nom, fondée 3 ans plus tôt par Paul Lecourt, on peut lire dans l'article « De singulières circonstances m'ont permis d'avoir, sur plusieurs groupements hermético-mystiques du Moyen-Âge et sur leur doctrine pratique symbolique, une source d'information qui ne relève pas de l'ordinaire domaine de la bibliographie et qui est, pour le moins, tout aussi sûre. L'année 1929 vit la fin de la revue Regnabit, qui cessa de paraître quelques mois après la sortie de l'article révélant l'existence de l'étoile internelle. Pour autant, l'esprit de Regnabit perdura par 2 nouvelles publications, la Revue universelle du Sacré-Cœur et le Rayonnement intellectuel, chacune conservant les différents aspects de la défunte revue, le côté mystique pour la première et le côté intellectuel pour la seconde. Étant également le président de la Société du rayonnement intellectuel du Sacré-Cœur, Louis Charbonneau-Lasset devint le directeur de la seconde revue et continua à y publier ses articles. C'est dans le pied-à-terre qu'il possédait à Orly que fut fixé son siège social. C'est également dans cette ville, et cette année-là, alors qu'il était âgé de 58 ans, qu'il épousa Hélène-Marie Albertine Ribière. Une nouvelle vie s'ouvrait donc pour Louis Charbonneau-Lasset, qui auparavant avait toujours vécu seul. Son ami René Guénon s'empressa de lui écrire pour le féliciter. 2 ans plus tard, dans un article pour la revue Atlantis, Louis Charbonneau-Lasset exposa le détail de son projet éditorial. Il allait publier un premier volume intitulé « Le bestiaire du Christ », dans lequel il recenserait et commenterait toutes les représentations emblématiques de Jésus sous une forme animale ou dérivée. Puis d'autres volumes suivraient, le floraire du Christ, le lapidaire du Christ, le vulnéraire du Christ. C'était un travail énorme. Grâce à ces archives,
qui aujourd'hui sont numérisés et consultables en ligne, on peut avoir une idée des méthodes de travail de Louis Charbonneau-Lassay. Chaque représentation emblématique faisait l'objet d'un dessin préparatoire, accompagné de commentaires constituant le premier jet de l'écriture finale de l'ouvrage. Pour cela, l'iconographe récupérait le moindre bout de papier, souvent le verso d'un prospectus, d'un document imprimé, d'une enveloppe, etc. Le dessin était ensuite reproduit en gravure sur bois. En 1934, le premier volume achevé fut confié aux éditions des Clés de Brouwer, une référence dans le monde catholique. Fondée en Belgique, la maison d'édition était installée depuis peu à Paris, tout en conservant son site de production à Bruges. Vu l'importance de l'œuvre, illustrée de 1157 gravures sur le bois de l'auteur, l'éditeur décida de lancer une souscription et d'attendre qu'il y eût un nombre suffisant de souscripteurs pour imprimer le livre. Ce nombre fut atteint seulement en 1940. René Guénon, installé au Caire depuis 1930, relaya la souscription auprès de ses nombreux correspondants. Pendant cette période d'attente, le 8 novembre 1938, Louis Charbonneau-Lassay écrivit une lettre à l'ésotériste James Chauvet, dans laquelle il évoquait l'étoile internelle. « Oui, l'étoile internelle existe toujours. J'ai connu l'avant-dernier major qui présidait à ce groupe, et c'est par lui et avec le consentement de tous que j'ai eu communication de leurs archives qui remontent au milieu du XVe siècle. Ils n'ont jamais été et ne seront jamais que 12. Leur doctrine et leurs pratiques sont d'une orthodoxie inattaquable. Mais ils gardent, paraît-il, des dépôts assez troublants, et plus exactement, assez étonnants. Pratiquement, ils sont absolument inabordables et impénétrables. Parmi leurs papiers se trouve un cahier qui semble bien pouvoir être daté du dernier tiers du XVe siècle et qui ne contient que des dessins symboliques. C'est en raison des études que je fais depuis de longues années sur l'iconographie emblématique du Christ qu'il m'a été communiqué avec autorisation de copier tout ce qui pourrait m'être utile. Durant les années 30, il n'est pas impossible que Louis Charbonneau-Lassay ait fait la connaissance de l'abbé Norbert Vallès, directeur du journal Le XXe siècle, dans lequel venait de débuter le dessinateur belge Georges Rémy, plus connu sous le nom d'Hergé, le créateur de Tintin. Dans son livre « Hergé, l'énigme du pôle », Paul-Georges Sansonetti pense que l'abbé Vallès a fourni à Hergé les écrits de Charbonneau-Lassay, parus dans les revues Regnabit, et le rayonnement intellectuel, articles dans lesquels le dessinateur trouva la symbolique du pélican pour l'album Le sceptre d'Ottokar, paru en 1939. Hergé se serait même inspiré de l'érudit iconographe pour l'un des personnages de cette aventure de Tintin, le professeur Nestor Alambic, un savant grand spécialiste de la sigillographie. Le bestiaire du Christ fut finalement étudié en janvier 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Allemagne nazie étendait son emprise sur une bonne partie de l'Europe continentale. 2 ans plus tard, le 14 avril 1943, la Belgique étant toujours occupée par les Allemands, la gare de triage de Bruges fut bombardée par l'aviation anglaise qui ne put éviter les dégâts collatéraux. L'imprimerie des éditions des Clés de Brouwer fut détruite et avec elle disparurent dans l'incendie la presque totalité du tirage et l'intégralité des bois gravés. C'est tout au moins la version présentée par la préface de la réédition du Bestiaire du Christ chez Albin Michel. Cependant, un doute demeure quant aux circonstances réelles du sinistre, car Louis Charbonneau-Lassay en donnait une version un peu différente dans une lettre adressée le 18 août 1945 à René Guénon. « Mon pauvre bestiaire a eu toutes les malchances. Sorti des presses de Desclés, à Bruges, en pleine occupation, une centaine d'exemplaires seulement ont pu franchir, en fraude m'a-t-on dit, la frontière française. Et personnellement, je n'en ai pu avoir que très peu. Et puis, en décembre dernier, tout le reste de l'édition a flambé avec la maison des Clés.
par suite d'un court-circuit fortuit, a-t-on dit. Cette lettre ayant été écrite en août 1945, l'incendie en question aurait donc eu lieu en décembre 1944. Pourtant, le bombardement de Bruges, en avril 1943, est un événement irréfutable. Mais est-ce vraiment à cette occasion-là que l'entrepôt des éditions des Clés de Brouwer disparut dans un incendie? Ou suite à un court-circuit en décembre 1944? Près de 80 ans après les événements, il est bien difficile de le déterminer. Louis Charbonneau-Lasset décédé, qu'advint-il de son ouvrage Le bestiaire du Christ? La totalité des bois gravés qui l'illustraient ayant été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, il était impossible, avec les moyens de l'époque, d'envisager une réédition une fois la paix revenue. Les quelques spécimens du livre en circulation devinrent des objets de collection. Ce n'est qu'en 1974, les procédés de reprographie s'étant modernisés, que les éditions Arche-Milano ont pu publier un fac-similé du bestiaire du Christ à partir de l'un des rares exemplaires originaux encore existants. En 1943, Louis Charbonneau-Lasset eut la douleur de perdre son épouse. Déjà souffrant, il eut du mal à s'en remettre et décéda 3 ans plus tard, le 26 décembre 1946. 3 mois auparavant, le 19 septembre 1946, il avait écrit une lettre à René Nelly, spécialiste reconnu du catharisme, dans laquelle il donnait encore une fois quelques indications sommaires sur l'étoile internelle, comme il avait dû le faire dans de nombreux courriers adressés à des amis ou correspondants. L'étoile internelle existe toujours. Je l'ai citée en de nombreux chapitres d'un gros ouvrage, Le bestiaire du Christ, publié en 1940, mais dont l'édition a été au 4/5 brûlée à Bruges quelques jours avant le départ des Allemands. Ce groupement, absolument catholique orthodoxe, est strictement secret et ses membres totalement inabordables. C'est pour favoriser mes recherches en vue du bestiaire du Christ que l'avant-dernier major de l'étoile internelle a obtenu de ses 11 confrères l'autorisation pour moi de révéler l'existence de ce groupe et de publier de nombreux documents figurés sur un cahier manuscrit de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe qui est en leur possession.